Bonjour, chers auditeurs du Centre de Russie pour la science et la culture à Paris. Je suis Grégoire Lopoukine, comédien et metteur en scène, et je vais lire deux récits de Mikhaïl Tarkovsky, poète, écrivain, scénariste contemporain russe, petit-fils du poète Arseny Tarkovsky et neveu du célèbre cinéaste Andrei Tarkovsky. Les deux récits, Tagne puis la débâcle, sont tirés de ce recueil, Le temps gelé, qui est paru en France, en français, en 2018 aux éditions Verdier. C'est un ensemble de nouvelles et de récits qui évoquent les rives de l'Énissei dans la région sibérienne de Krasnoïarsk, où depuis 30 ans, Mikhaïl Tarkovsky s'est installé comme chasseur-trappeur et habite encore aujourd'hui le petit village de Barta avec toute sa famille. Ces récits retracent des histoires de chasseurs, de pêcheurs, de villageois, des gens simples, d'animaux, de rivières, toute une vie qu'il connaît bien et qu'il dépeint avec amour et humilité. Il dresse avec un lyrisme discret un portrait du cœur de la Sibérie et de ses habitants. Et dans les deux œuvres choisies, des femmes. Et surtout, se dessine dans les deux récits le portrait de Tchotcha Nadia, une vraie femme qui habitait au bord de l'Énissei et qui s'appelle en réalité Shur Denisenko. Tagne est le premier récit de l'auteur. Tagne avait un teint éclatant, des cheveux vaporeux et un grand sourire qui lui faisait plisser les yeux et lui donnait l'air de tout comprendre. Si l'on rajoute à cela la solitude dans laquelle je vivais, la beauté parfois accablante de l'Énissei et le fait que c'était la saison des foins, on comprendra pourquoi tout me poussait à Selivanira. Je l'avais vu pour la première fois quand j'étais venu chez Tchotcha Nadia, fendre du bois. J'avais installé sa scie au pied du talus, sur la grève. Son démarreur n'avait plus de poignée en caoutchouc, mais juste un petit bout de fil de fer. Je m'écorchais le doigt, et alors que j'étais en train de l'enrouler de ruban isolant, surgit on ne sait d'où une jeune femme, élancée et qui portait un t-shirt bleu vif. Voyant la situation, et sans me donner la possibilité de protester, elle disparut et elle revint aussitôt avec une bande et un flacon d'eau oxygénée. Ce n'était pas vraiment mon avantage pour vous faire connaissance. J'avais les cheveux trempés de sueur, une veste couverte de cambouis, les mains grisâtres et le revers de mes bottes plein de sueur. Pendant que j'observais un scarabée bleu turquoise qui cheminait sur son avant-bras hâlé, elle me bandait le doigt avec application, secouant de temps à autre la tête pour chasser les moustiques et bavardant avec moi comme avec un vieil ami. Elle avait une odeur douce d'insecticide. Elle plaisanta à propos de mes mains. Elle dit quelque chose comme avec des mains comme ça, on ne peut que s'occuper d'une femme. Et puis elle repartit vaquer à ses occupations de biologiste. Et moi, je terminais de scier mon tas de bois et je repartis à Barta. Mais alors que je m'écartais du rivage, sur le talus, apparut une silhouette en t-shirt bleu qui agita la main. Je ne résistais pas, et en mettant les gaz, je fis un virage sec qui souleva une vague souple frangée d'écume blanche. Le moteur chantait derrière moi. Je filais le long de la rive caillouteuse coiffée de sa pas pointue. Le soleil brillait et pendant tout le trajet, dans l'eau argentée bouillonnante à l'arrière, m'accompagna comme un souvenir heureux de petit arc-en-ciel. Et en fanant, moi je pensais à Tagne et je souhaitais impudemment devant mes camarades qu'il pleuve, pour que les travaux soient reportés et que je puisse filer à Selivanira finir de fendre ce bois. Perspicace, ils se moquèrent de moi. La pluie ne vint pas. Mais quand nous eûmes fini de faner, nous nous attaquâmes au silo. Je me souviens du dernier jour. J'étais debout, ma fourche à la main, dans la charrette qui a autant derrière le tracteur. Je respirais le vent qui sentait bon l'herbe coupée, et j'étais tout entier envahi par la patience parce que le lendemain commençait une vie libre. Je n'avais rien de prévu, juste la chasse. Et je partis à Selivanira. Tagne dormait encore, quand un pleuvier se mit à chanter tout doucement au-dessus de l'Énissei. La scie démarra dans un nuage bleuté, et ce bruit m'embarrassa comme si je fondais, non pas un billot de mélèze, mais juste le premier silence de l'automne qui essayait tout juste de s'étendre sur ce hameau quasi abandonné.
Seule la maison de Tiotia Nadia semblait habitée, avec ses chambranles bleues, son entrée peinte à l'ocre et l'herbe fauchée qui l'entourait. Les 3 maisons de rondins, construites par l'expédition zoologique, dressaient leurs cubes standards parmi les orties et les épilobes. Après avoir démarré le petit tracteur rouge qui était garé sur la butte et calé avec une bûche, je passais devant la cuisine et je vis Tania. Elle était sur le seuil et elle arrosait son petit pied d'ânette. Je freinai ostensiblement. Sorti de la cabine, je la saluai, je lui demandai de l'eau. Elle me tendit son puisoir, chassant du coup d'un moustique sur son front, et elle me proposa, en souriant, de déjeuner. J'en avais le cœur tout affolé, mais je répondis avec retenue que je n'avais absolument pas le temps et que je boirais volontiers un thé. Dans la cuisine, il n'y avait personne d'autre que Tania et moi. Alors nous bavardâmes. Tania me posait des questions sur la chasse, sur mes amis, l'initié. Elle s'exprimait avec une imprécision citadine qui était touchante. On ne coupe pas le bois, Tania. On ne coupe pas le bois, on le fend. J'avais tout le temps envie de la corriger. Et puis, j'avais très envie d'essuyer son coude parce qu'elle l'avait taché de suie en s'occupant du poêle. Et plus tard, dans le tracteur, je continuais à sourire en constatant que mes pressentiments ne m'avaient pas trompé, qu'était enfin apparu entre cette jeune fille presque inconnue et moi-même une chose inexplicable, aussi incertaine que le flottement des trembles dans le gaz bleu d'échappement, mais qui était pourtant réel et en parfaite adéquation avec ce qui se passait aussi bien dans la nature alentour qu'en moi-même. Et je me disais que j'emporterais cette petite chose avec mes pièges et tout mon barda sur mon long barco au fil apaisé de la Bartha en septembre. Et je me voyais penser avec bonheur au sourire de Tania, tout en frissonnant sous la brise et en me faufilant entre les éperons rocheux. Je m'assis sur un petit billot et je sortis une cigarette. Devant moi, l'Énicée, il s'étalait comme un plateau d'argent ciselé par le vent. Et sur la rive opposée, au-delà de la barrière sombre des sapins, ondoyait la profondeur bleutée de la taïga qui était incroyablement automnale. J'ai toujours l'impression, et je ne sais pas pourquoi, qu'ici, l'automne n'apparaît pas sur place, mais qu'il vient d'ailleurs, sous la forme d'un air bleuté à la teneur particulière qui jaunit, flétrit, resserre tout, tandis que soudain, de pair, avec une vigueur physique accrue, nous voyons sourdre en nous une étonnante réceptivité à la nature. Et, soumis à cette calme volonté, nous avons envie de grimper sur la plus haute falaise et tomber à genoux, en regardant la mer lointaine de l'initié et de remercier le ciel pour cette mélancolie qui est un véritable don de Dieu, pour chaque petite feuille du bouleau tordu qui bientôt sera si nu qu'il aura besoin de tout notre amour et de toute notre indulgence. Et longtemps s'inscrira en nous le chatoiement funèbre des rives d'un jaune strié de vert sombre, et la fissure de feu traversant un nuage gris basalte bouchant le nord jusqu'à ce que, dans la fraîcheur d'un petit matin, un coup sourd de rame résonne dans le brouillard et nous donne des ailes au premier poème. En me regardant dans les yeux, Tiotia Nadia me tendit avec le geste dansant de l'hospitalité d'antan un verre d'alcool trouble en scandant « Tiens donc, grâce à Dieu, ça y est, c'est fait, t'as poussé, je te remercie, hein. Tiens, croque donc un petit poisson. » Et une fois encore, je me réjouis de la figure de cette petite femme qui sans répit ornait sa vie solitaire d'une poésie dont aucun poète n'aurait même pu rêver. Elle avait sans cesse des visions, des apparitions. Il y eut un moment où je reconstruisais son entrée et je logeais chez elle. C'était aussi au mois d'août, et nous dormions sous des moustiquaires sans nous décider à les enlever. Avant d'aller se coucher, Tiotia Nadia se préparait longuement. Elle bâillait, puis tout à coup racontait qu'elle avait rêvé d'un homme effrayant, au visage couvert d'algues. Mais elle n'en avait pas eu peur. Elle lui avait seulement demandé, quand il était rentré, « Mais qui êtes-vous » Ou bien, elle parlait des Iversk, qui étaient venus en hiver monter sur des rennes,
tenant leur chat au bout d'une ficelle, d'un timing si gros que quand on l'avait tiré vers le trou, la petite fille qu'elle était alors avait cru que c'était un phal, où elle y allait de sa plaisanterie sur une connaissance du village, connue pour sa boue, qui lui aurait écrit « Eh Nadia, je peux pas vivre à Iben, parce que j'ai les dents courtes, et si tombe d'une passerelle, je mourirais dans le bourbier. » Elle disait tout cela comme ça, gazouillant d'une voix presque enfantine, comme un chant d'oiseau à la fin de l'été. Avant de rencontrer Tanya, juste avant, j'avais rêvé d'une tasse en porcelaine, et Tiotia Nadia m'avait dit que ça signifiait probablement que j'allais avoir une augmentation. Quand après le 4e verre, je compris que je ne pouvais pas ne pas demander à Tanya son adresse. Tiotia Nadia pensa tout à coup à quelque chose et sortit de derrière la vitre bulleuse de son vaisselier une boîte dont elle tira un journal jauni plié en 4, dans lequel figuraient des poèmes que j'avais écrits. Un instant plus tard, j'avais couru sur le péon dans le vent qui enflait, dans le bruissement des herbes et dans le clapotis de l'initié. La musique, au loin, provenant d'un bateau qui passait, incapable de retenir le flot de bonheur qui me montait aux yeux et me répétant « Bravo, bravo, Mifia, t'écris comme un chef !» Tanya ne me donna pas son adresse. Elle regarda sur le côté, puis elle dit d'une voix à la fois tranchante et maniérée, mais qu'est-ce que tu veux faire de mon adresse? Et elle ajouta quelques mots au sujet d'un flirt qui n'était pas envisageable avec elle. Tu es roide par le tour que prenait la situation et par le mot flirt qui correspondait si mal à la situation. Je descendis au pied du talus, tripotant dans ma poche ce crayon qui n'avait ainsi servi à rien, et je rentrai chez moi. Sur le flot gris, en serrant la barre qui m'était devenue odieuse, avec ses éclats d'émail manquants, je me disais, mais qu'est-ce que ça lui coûtait? De toute façon, je lui aurais jamais écrit. Et peu à peu, je cessais d'en vouloir à Tanya. Je parvins même à me convaincre que c'est moi qui avais tout gâché avec mon empressement. C'était vraiment un jour exceptionnel. On vit, aveuglé par nos préoccupations, sans rien remarquer autour, et tout à coup, par une belle journée d'automne, où chaque buisson se distingue nettement sur la rive opposée, et où les nuages frais ne font quasiment pas d'ombre, quelque chose se met en mouvement, et s'unissent en un souffle clair, le sourire d'une fille. Les mots précieux de Tiotia Nadia, une musique qui remonte l'initié, et une fois que ce vent doux nous a transpercé l'âme, tout disparaît. Ce sont pourtant ces quelques instants qui vont par la suite guider nos vies, comme des amers sur le fleuve immense. La débâcle. Le premier mari de Tiotia Nadia avait été tué à la guerre. Sa fille était morte. Et son hameau, Selivanicha, avait été détruit à l'époque du regroupement. On voulait le relocaliser en totalité dans le village voisin de Barta, mais personne n'était d'accord au village voisin et chacun était parti de son côté. Tiotia Nadia, elle était restée envers et contre tout. Son deuxième mari fut foudroyé sous ses yeux dans sa barque alors qu'il revenait de la prairie. Une expédition zoologique se mit à venir en été dans le hameau en ruine, envahi par les orties et la bardane. Un de ses membres s'y installa de façon permanente avec sa famille et Tiotia Nadia ne fut plus seule pour passer l'hiver. Pour cette vieille femme, toute petite à la tête d'oiseau, dépourvue de sourcils, tout ce qui était grand et dangereux s'appelait une affaire. Un radeau, en fait un train de bois tiré par un remorqueur passait trop près. Ils n'ont pas intérêt à crosser mes lignes, hein. Regarde-moi cette affaire. Ou alors, les brossets ont rentré dans mes filets. Ces affaires et mon filet qui est fin comme une trifouillette ont tout saccadé, dans quelle affaire, hein. Elle avait pêché toute sa vie. Petite fille, quand son père était malade, elle avait pêché en hiver, pendant la guerre, sans ménager ses mains, puis dans la brigade des femmes, et maintenant, encore, même si elle ne posait plus de pièces, mais se contentait de lâcher un filet sous l'écueil qu'elle allait en barque relever tous les matins. Elle s'y rendait tranquillement, en longeant la rive, et elle redescendait en 3 coups de rame à toute allure sur le courant. Et puis elle avait une conception de la pêche particulière.
Quand on lui avait demandé comment lester un filet flottant, elle avait répondu « Ah bah tu sais, au plus élevé, hein, et puis le sable va venir se mettre sur la corde et ce sera au petit poil. » Tchatchanad appréciait la vivacité et l'intrépidité des pêcheurs. Elle savait se réjouir pour les autres, mais elle n'aimait ni les poltrons, ni les paresseux, ni les molafons. Eh ben, je te dis que Kolka, oui, bah Kolka c'est un bon gars. Mais Lionka, oulala, Lionka, il voit pas grand chose, hein. Et c'est pas un gars du Nord, hein. En hiver, Tchatchanad partait dans la taïga poser des pièges sur la ligne de trappe de son père qu'elle allait relever avec son sac à dos, son fusil, son bâton à la main sur ses petits skis à peau de renne, portant de minuscules bottillons presque ronds, qu'on eût dit des poupées, des pantalons chauds, une veste matelassée et d'énormes moufles. Tchatchanad avait aussi instauré des relations bien à elle avec les visiteurs. Et les étudiantes, par exemple. Les étudiantes rendaient visite à la petite vieille si pittoresque qui leur offrait de la confiture et des croquettes. Elle s'émerveillait de la vitalité de cette vieille, elle écrivait sous sa dictée des lettres à sa sœur Praskovia, et en hiver, elle lui envoyait des colis et des cartes postales. Tchatchanad, très touché, répondait « Je vous écris seul comme un ours mal laissé », et elle leur envoyait des petits sacs de pignons, de l'esturgeon fumé ou un pot de confiture. Les filles se tournaient vers elle pour lui demander des conseils dans leurs affaires sentimentales. Tchatchanad leur faisait la leçon. « On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Les hommes, eh ben, c'est les siens errants. Les siens errants. » Et les étudiantes de sexe masculin, eux, goûtaient particulièrement sa bière maison et son poisson grillé qui échangeait des invariables macaronis agrémentés d'un soupçon de viande en conserve, et par derrière, par contre, ils se moquaient de la mémé qui déveillait et se dessinait des sourcils d'un trait de charbon les jours de fête. Tchatchanad connaissait beaucoup de monde, mais elle recevait fréquemment la visite de son jardin, Mitrofan Akimich, et puis aussi de Petya Petrov. Mitrofan était un vieil homme, grand, solide, à la voix géniarde, qui avait toujours des engins neufs. Quand elle le voyait arriver de loin, Tchatchanad sortait de chez elle en courant et le hélait du haut du talus, elle lui hurlait d'en bas, et il répondait de la sorte pendant qu'il montait. Puis il se prenait dans les bras et rentrait tous les deux dans l'isba. Après avoir bu, Mitrofan devenait incroyablement agité. Il courait, criait, saluait à deux mains tous ceux qui passaient, s'enquérait de leur santé, de celle des enfants, hurlait en montrant la vieille femme en disant « Ah bah c'est ma Germaine, hein, elle est née sous un pain gros comme ça !» Il braillait ça dans un sanglot, puis aussitôt il balayait l'air d'un revers de main et éclatait de rire. Et puis, quand il partait, il fallait demander à quelqu'un de lui démarrer son moteur. Ensuite, il sautait dans son bateau, attrapait la barre, enclenchait la marche arrière, puis filait à toute allure en collant son index devant sa bouche dans un grand geste comme pour dire « Ah mais on a fait une sacrée bringue, hein, mais chut, chut, on peut le dire. » L'autre, Petya Petrov, était un homme remarquable, mais confit dans l'alcool. Il avait ramené du Nord une femme selle-coupe. Ils travaillaient à la poste tous les deux, et ils buvaient aussi tous les deux, ce qui suscitait à Bartha des commentaires du genre « Ah bah si c'est pas magnifique, tout le monde y boit, tout le monde y est content, bah c'est pas magnifique ça, c'est joli ça. » Et Petya, il aimait causer. Il parlait avec animation, en racontant des histoires qui sortaient manifestement tout droit de son imagination. Son expression favorite était à profusion. Crois-moi si tu veux, mais il y avait des poissons à profusion. Et un jour que nous étions allés voir Tchatchanad, Petya but tant et tant que nous dûmes le porter pour le mettre dans son bateau. Mais malgré sa supervision active, impossible d'y arriver. Il est tombé la tête la première près du rivage, le crâne sur les galets, et bien que nous l'ayons tiré de là au plus vite, je garderai toujours cette image. L'image de ses yeux gris qui regardaient à travers l'eau transparente de l'initié, avec la touffe de ses cheveux clairsemés qui ondulaient mollement au fil du courant. De temps en temps, Tchatchanad recevait la visite de Babatania, une vieille native de Soumarokovo. Elle ne possédait qu'une longue canne à pêche et puis un bocal plein de verre. Elle parlait d'une voix rauque et passait tout son temps au pied du talus à sortir des vendoises que Tchatchanad donnait aux chats. Hormis les chats, celle-ci avait aussi un coq et puis 2 poules, ainsi que des chiens et puis son cheval. Oui, son cheval Belka. À Livanica, il ne restait plus grand-chose, des vieilles bâtisses, juste des fossés remplis d'orties et puis des châssis de bois pourris, mais Tchatchanad, elle, continuait à tout appeler par son ancien nom, l'internat, la ferme d'élevage, la maison de la culture, le magasin, la boulangerie. Et puis, elle aimait régaler. Si on passait devant chez elle, elle courait sur le perron avec une assiette en criant « Hé Misha, attends, bah, c'est des crêpes pour toi !» Et les fêtes étaient pour elle une affaire sérieuse. Elle s'y préparait plusieurs jours à l'avance, elle cuisinait, rangeait la maison, s'apprêtait, et quand les invités arrivaient,
Elle bondissait sur le seuil en jupe noire, corsage rouge, avec un gros collier et un châle coloré, et elle s'écriait d'une voix particulièrement haut perché, « Bienvenue, chère hôte, tout est prêt !» Elle nous faisait asseoir, elle nous servait, elle veillait à ce que chacun ait à boire, elle apportait les accousses qui donnaient tantôt une serviette, tantôt de l'eau, et ne mettait jamais de chaise pour elle. Ah bah penses-tu, fais-moi la patronne. Puis quand elle considérait que le moment était venu, pam, elle poussait la chansonnette. Et puis, c'était le tour des vraies chansons. Et ça, elle en connaissait à profusion. La maison de Tchotcha Nadia se délabrait, elle s'effondrait, elle tombait en ruine. Elle sombrait comme un navire en perdition, elle devint même dangereuse à habiter. Après de longues tractations, le chef des zoologues lui proposa de lui construire une autre maison, aux frais de l'expédition, à condition seulement qu'elle appartienne à la station biologique. Tchotcha Nadia aurait simplement le droit d'y vivre jusqu'à la fin de ses jours. Elle réfléchit longuement, elle hésita, tergiversa même, puis elle finit par accepter, surtout parce qu'elle n'avait pas le choix. Et ce fut Bor, le saisonnier, qui fut chargé de la construction. Tchotcha Nadia n'avait qu'une seule obsession, que tout dans cette nouvelle maison soit exactement pareil que dans l'ancienne. La cloison devait être au même endroit, et le poêle russe identique. D'ailleurs, quand les travaux furent en voie d'achèvement, elle surgit avec une boîte de peinture bleue et peignit les chambranles, puis les orna de fleurs et de feuilles, et dit « Regarde, vous avez décoré les fenêtres !» Puis elle disposa les meubles de la même façon, le buffet, le lit, la table, les chaises, elle étala les carpettes, elle accrocha au mur tout ce qui était accroché dans l'ancienne maison, alors un tapis orné de rennes, des calendriers, des affiches, des photos, une queue de grands tétras écarquillés, une peau d'écureuil volant, des rubans, des clochettes, des cadeaux dans leurs emballages, et quand moi je rendis visite à Tchotcha Nadia, j'ai eu l'impression d'être à nouveau dans son ancienne maison. Tant elle avait su emporter avec elle toute l'atmosphère d'avant. Le pauvre Martimian Palic, celui tué par la foudre, nous jetait le même regard depuis sa photo. La cuisinière sentait la même odeur d'huile de poisson brûlée, et la même queue de chat pendait au bout de l'étagère. J'aimais bien, moi, passer chez Tchotcha Nadia après la chasse. J'arrivais à toute allure, je me garais, et j'avais à peine éteint la bourrane devant la porte que déjà je l'entendais crier de l'intérieur « Ah, mais viens donc, je suis là !» Et même si elle ne m'attendait pas, elle gâtouillait « Ah bah, je le sentais, j'en étais sûr, et Petya qui gueulait depuis le matin, et les ça, bah, ils tournaient un coup, les ça. Allez, ôte donc tes habits, ôte donc, je te dis, avec ce sel, posé sur la poêle, c'est justement du pain frais. Allez, assieds-toi et raconte comment ça va, c'est vous, comment ça va la chasse. Ah, Dieu soit loué. Moi aussi, je suis allé à la chasse. Ah bah, vois un peu le rat que j'ai attrapé dans mon piège. Une rat musquée tout entière, magnifique. Je vais l'écorcer maintenant, et ce sera pour les touristes l'été. Ils me la prendront, et bien gentiment qu'ils me la prendront. Ah bah oui, mieux vaut rire que pleurer. Ah bah oui. Et bientôt, c'est mon anniversaire. Yura a juré de venir. Vous viendrez aussi avec Tolik. Dans la taïga, ah bah oui. Qu'est-ce qu'on y peut, quand il faut. Il faut. Ce Yur était baliseur. Quand il naviguait pour vérifier les balises et les amers, il passait souvent voir Tchotcha Nadia, et en lorgnant vers la table, il racontait qu'à Barta, les gardes de pêche avaient attrapé un dénommé Vagne à tête de bois, ou bien qu'un ours, un ours avait encore démoli les amers près du ruisseau Sosnovi. Tchotcha Nadia s'écriait « Ah bah ça alors, quelle saloterie les ours !» Et elle lui servait de sa bière maison forte, teintée avec du sucre caramélisé. Et alors vint le jour de son anniversaire. Tchotcha Nadia fêtait ses 75 ans. Elle se leva au petit matin, elle alluma le poêle, se précipita pour balayer, pour préparer la table. Elle courut pour inviter le chef de l'expédition, Kolya, puis sa femme. Elle retourna chez elle, s'agita à nouveau, se demandant si Yura viendrait seul ou avec une fille, tendant l'oreille à tous les bruits au dehors. Il suffisait que les chiens aboient, qu'un avion passe, et elle courait sur le perron avec ses longues vues pour regarder l'initié. Qu'est-ce que c'était que ce quoi là-bas là? C'était pas Yura. Ah non, c'est juste un tas de glace ou un buisson peut-être. Bon, bah, il allait arriver pour le déjeuner. La journée passa. Le soir arriva. Pas de Yura. Sur la table, les assiettes sauvages en saumure, des œufs de cuits au four, du beurre enfumé, des blinis, du pain frais, des fruits au sirop. Arrive Kol, le chef de l'expédition, sa femme, avec un cadeau. Et Yura, il est pas là? Ben, je l'attends, j'ai guetté de tous mes yeux, je l'ai vu en rêve, il va venir, Et Petya, je te dis pas, toute la matinée, il n'a pas arrêté de zapper. Et puis les ça, mais entrez donc. Il faisait maintenant nuit, et Yura, c'était sûr, Yura ne viendrait pas. Tchotcha Nadia dit, bon, bah, c'est qu'il a affaire. Les pris par ses affaires, bah, fait tirer les cartes tantôt, c'est la prison qui est sortie. Ou alors c'est la bourrane qui est en panne.
Ah, demain matin, je l'attends. Et 3 jours durant, Tiotia Nadia garda sa table dressée. Elle courut sur le talus avec ses longues vues, mais Yur ne se montra pas. Il était chez le voisin, occupé à boire. Sur le talus, en face de chez Tiotia Nadia, était installée une banquette de cuir récupérée sur une vedette, et devant la porte était déroulée, en guise de paillasson, une chenille de motoneige. En été, Tiotia Nadia installait à côté de la banquette un petit poêle de fer blanc pour cuisiner. Pendant les jours étouffants de juillet, quand des brumes sombres flottaient au-dessus de l'initié, la bonne vieille en pantalon, pour ne pas être dévorée par les moustiques, s'affairait toujours à préparer quelque chose sur ce poêle, tandis qu'à côté de l'enfumoir, sa jument grise frissonnait en balançant la queue. Ah, je te dis pas, comme Berl quand c'était bouffé par les moustiques. Hein. Tiotia Nadia, elle aimait Berl d'un amour tout particulier. C'était une vieille jument, encore vaillante, que l'apparition de la motoneige à Selivanica avait condamnée à l'oisiveté. Sa maîtresse continuait obstinément à faire les foins, et à l'éventualité de vendre Berl, elle réagissait comme à une offense. Elle fut toute ragaillardie quand la bourrane tomba en panne et qu'elle dut atteler Berl pour apporter de Baroka des provisions pour le nouvel an. Un été, pourtant, Berl a disparu et Tiotia Nadia se lamenta. Ah ben je l'ai appelé, hein. Je l'ai appelé, rien à faire. Hein. Sans doute l'ours qui l'a mangé. Berl a pourtant réapparu et les années passèrent. Tiotia Nadia vieillissait, elle avait de plus en plus de mal à aller chercher Berl, à faire les foins. Va bien falloir ramener Berl à Bakhta, oui. La vieille femme s'habituait finalement à l'idée. Là-bas au moins, elle travaillera, alors qu'ici avec moi, elle s'amollit. Des chevaux appartaient à Bakhta, le foin de la Sarchika et de l'île Bani, acheminaient le pain du four au magasin et livraient l'eau dans les maisons. Enfin, Tiotia Nadia se décida. Ils vinrent chercher Berl un soir sur une barque en bois fermée par une barrière, et au petit matin, ils chargèrent la jument pour l'emmener à Bakhta. Je les croisais alors que je partais moi à la pêche, et je me retournais plusieurs fois. Dans le brouillard montant, les contours des rives se déformaient et se diluaient. La barque était invisible, on avait l'impression de voir, juste au-dessus de l'initié, un cheval flotter dans les airs. Un jour, nous allâmes livrer du poisson à la ferme d'élevage de bêtes à fourrure. Nous descendîmes dans la glacière, les lourds sacs mouillés. Il faisait sombre, froid, on pataugeait dans l'eau. Et soudain, mon pied heurta quelque chose de gros et de gluant, c'était la tête de Berl. Je n'ai rien dit à la Tiotia Nadia. Et aujourd'hui encore, elle est persuadée que sa Berl livre l'eau au village. La coutume veut que quand l'initié se met en branle, on aille y puiser de l'eau. Tout le monde attend la débâcle comme une fête. Tiotia Nadia suit avec attention chaque avancée du printemps. Oh, regarde, les bergeronnettes sont de retour, ou bien, regarde, les oies cacardent derrière l'île, et le cœur fait faire. Vois-tu, l'initié est tout gonflé. Demain midi, il va s'en aller. Mais les choses se font lentement. La rivière monte, le long des rives, l'eau se met à courir, et des fissures serpentent dans la glace, et l'initié, il ne bouge toujours pas. Enfin, un beau jour. Un claquement fort retentit comme un coup de feu. Un vol de canard passe. Et voilà que se met en mouvement l'énorme Énicheï avec sa glace salie que plus personne ne supporte. Ses chemins fondus, ses trous marqués par des perches, une longue fente apparaît au bris de l'eau. La glace s'échoue sur la rive dans des craquements et des grondements, et Tiotia Nadia, tout en criant bien fort quelque chose, en se signant, court avec un seau au pied du talus et s'incline profondément devant le petit père Anussi. Et voilà, encore un hiver passé.